Ce n'était pas une vente ordinaire. C'était une vente clandestine d'animaux sauvages, et les animaux à l'intérieur manquèrent de temps. Lorsqu'Evan Mercer entra dans cette grange au bout de la seconde rangée, il la vit, une marguet tremblante, son corps courbé autour de quelque chose de caché sous elle. 3 petits chatons, dissimulés au regard passant. Evan était venu avec de l'argent emprunté et sans plan de secours. S'il s'éloignait, cette petite famille pourrait disparaître avant le lever du soleil. Il fit donc un choix qui lui coûterait presque tout ce qu'il avait. Ce qui arriva ensuite fit entrer un vétérinaire de la faune sauvage expérimenté dans un silence stupéfait, car le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Avant de commencer, avant de... Mais cliquez sur le bouton J'aime et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Lorsqu'Evan Mercer quitta l'autoroute pour prendre la vieille route du pétrole, le soleil avait déjà disparu. La dernière bande de lumière s'était enfoncée derrière les hautes collines de l'est de l'Oklahoma, et les champs de chaque côté étaient devenus de longues bandes noires, brisées seulement par des poteaux de clôture et l'éclat pâle d'un catalyseur au loin. Il conduisait avec les phares faibles de son camion et les fenêtres entr'ouvertes, juste assez pour laisser entrer l'air froid de la nuit. Cela l'aidait à rester vigilant. Cela aidait aussi avec l'odeur qu'il savait venir. Il avait entendu parler d'endroits comme celui-ci depuis des années. Ventes cachées, affaires en coulisses, animaux enlevés dans la nature, élevés dans des arrière-cours, clandestinement transportés au-delà des frontières des États, échangés comme de vieux équipements. La plupart du temps, les histoires venaient de seconde main via des gardes, des réhabilitateurs ou des éleveurs qui avaient vu quelque chose qu'ils ne savaient pas comment nommer. De temps en temps, quelqu'un envoyait une preuve. Des photos granuleuses, une localisation, une description de camion, une date. Cette fois, l'info venait d'une bénévole nommée Maggie Ross, dans un petit refuge pour la faune sauvage près de Tulsa. Elle avait reçu un appel d'un homme trop effrayé pour donner son nom. Il disait qu'un groupe faisait passer des animaux sauvages par des ventes privées organisées sur des propriétés en rotation. Des coyotes, des renards, des rapaces, des marguets, même de jeunes ours noirs. Mais cette rumeur n'avait jamais été confirmée. Il affirmait qu'une vente aurait lieu ce vendredi soir dans une ancienne bergerie à l'extérieur d'une ville mourante qui n'avait presque plus de bureau de poste. Evan n'était pas un agent de la loi. Il savait qu'il était un transporteur d'animaux sauvages agréé, travaillant avec des groupes de secours dans tout l'Oklahoma et l'Arkansas, et parfois avec des vétérinaires qui avaient eu besoin de quelqu'un prêt à entrer dans des endroits que la plupart des gens évitaient. Il avait déjà aidé à saisir des exotiques négligés, mais toujours aux côtés des autorités. C'était différent cette fois. Le bureau du shérif avait été mis au courant, mais il n'y avait aucune garantie qu'ils arriveraient à temps. Si les animaux étaient redéplacés à nouveau avant l'aube, ils pourraient disparaître dans une chaîne d'acheteurs privés et de cages sur le bord de la route et ne jamais être revus. Alors, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il y alla. Il portait un vieux jean de travail, une veste marron fanée et une casquette tirée bas. L'argent dans sa poche était tout ce qu'il avait réussi à rassembler. Ses économies, l'argent d'urgence qu'il conservait dans une boîte en métal chez lui, un prêt de Maggie, l'argent de son jeune frère Cole, qui n'avait posé aucune question, se contentant de dire « Fais ce que tu peux ». Evan détestait cette partie. Il détestait que parfois, la façon la plus rapide de sauver un animal était de l'acheter aux personnes qui n'avaient en premier lieu aucun droit de le posséder. Cela semblait sale. Cela semblait vrong. Mais vrong avait des couches, et laisser un animal derrière, par principe, n'apaisait pas sa souffrance. La grange se trouvait au bout d'un long chemin de gravier derrière une barrière rouillée. Des camionnettes étaient déjà garées en ligne tordue devant. Le bâtiment lui-même était immense et bas, recouvert de différentes sortes de tôles ondulées, avec un côté qui s'effondrait un peu vers l'intérieur comme un vieux poumon. 2 projecteurs éclairaient les portes principales. La ferme craquait tout autour. Des voix d'hommes s'élevaient et s'effondraient en rafales brutes. Un chien aboya une fois, puis se tut. Evan se gara là où l'ombre était plus profonde et entra la tête baissée. L'odeur le frappa avant le son. Urine, excréments, paille mouillée, peur. Puis elle avait une odeur piquante et acide qui lui piquait l'arrière de la gorge. L'endroit avait autrefois abrité du bétail, peut-être des chevaux. Maintenant, les enclos étaient ras débordés de cages dépareillées. Certaines étaient de véritables caisses. D'autres étaient des boîtes en fil métallique soudées ou des chenils renforcés avec des clôtures de ferraille.
Quelques-unes étaient partiellement couvertes de bâches. Certains animaux étaient visibles immédiatement. D'autres n'étaient que des formes qui se déplaçaient dans l'obscurité. Un renard roux tournait en cercle serré jusqu'à ce que ses pattes glissent sur le plateau métallique en dessous. 2 ratons laveurs se recroquevillaient dans un chenil trop petit pour un seul. Un faucon était assis au fond d'une caisse, une aile pendante de travers, des plumes cassées et sales. Plus loin, un jeune coyote se tenait rigide comme une statue, la gueule scarifiée, les yeux si fixés et brillants qu'il semblait être presque fiévreux. Des gens se déplaçaient autour d'eux, comme s'ils feignaient de parcourir des outils de ferme. Evan se força à continuer d'avancer. Il ne pouvait pas s'arrêter devant chaque cage. S'il le faisait, il perdrait le contrôle de son visage, et un endroit comme celui-ci pourrait sentir la faiblesse aussi vite que le sang. Au bout de la 2e rangée, il vit la marguet. Au début, il ne remarqua que sa silhouette. Bien plus grande qu'un chat domestique, mais pas grosse pour une marguet. Peut-être 9 kilogrammes, peut-être moins maintenant. Son pelage était terne et emmêlé. Les taches pâles sur ses flancs étaient embuées de saleté. Elle était accroupie à l'arrière de la cage, son corps courbé autour de quelque chose, oreilles plaquées, tête baissée. Elle s'était tournée si complètement loin de l'allée qu'un instant, il pensa qu'elle pouvait être blessée au point de ne plus pouvoir bouger. Puis il fit un pas de plus. Ce qui se trouvait derrière elle bougea. Une petite patte, puis une autre, des chatons. Ronflement. Evan s'arrêta net. La mère se déplaça avec un bruit faible, rauque, pas un grondement complet, plutôt comme de l'air forcé à travers la douleur. Elle resserra son corps sur les chatons autant que la cage le permettait. La cage était à peine assez grande pour elle seule. Et pourtant, elle avait d'une manière ou d'une autre créé un mur avec son corps entre les bébés et tous les regards qui passaient. Il s'accroupit lentement. Il y avait 3 chatons, très jeunes, et probablement âgés de moins de 6 semaines. Leurs oreilles étaient encore démesurées par rapport à leur tête, leur corps tout en duvet et incertitude. L'un était presque niché sous le ventre de la mère, un autre pressé contre son flanc. Le 3e leva faiblement la tête, et c'est alors qu'Evan vit le sang. Pas du sang frais, vif, un vieux sang séché dans la fourrure le long de la patte arrière et du ventre de la mère. Une patte arrière semblait enflée. Il y avait une tache sur son épaule où la fourrure avait complètement disparu. La peau dessous était brute et furieuse. Sa respiration était trop rapide, trop superficielle. Quand elle tourna enfin les yeux vers lui, ils étaient vitreux d'épuisement, mais toujours féroces. C'est cette férocité qui le fit agir, pas parce qu'elle paraissait sauvage. Il avait déjà vu du sauvage. C'était quelque chose de plus étroit, plus dur et plus désespéré. C'était un animal qui n'avait plus rien dans son corps, sauf la partie qui disait « Les bébés vivent si elle peut faire en sorte que cela arrive ». L'un des chatons tenta de téter. La mère sursauta si violemment que tout son corps trembla. Evan sentit le froid descendre le long de sa colonne vertébrale. Un homme en veste en jean s'approcha à côté de lui. « Celui-là et c'est méchant », dit-il d'un ton détaché. « Depuis qu'elle est arrivée, c'est un problème. » Evan garda les yeux fixés sur la cage. « Elle a des bébés ?»« Oui, ça fait combien de temps qu'elle est là ?» L'homme haussa les épaules. « Quelques semaines, peut-être. Difficile à dire. Quelques semaines. » Evan se retourna pour le regarder. Elle était blessée. L'homme esquissa un sourire paresseux. « Ne le sont-ils pas tous ?» Evan fit un effort véritable pour ne pas lui faire passer sa tête à travers la paroi de la cage. Au lieu de cela, il se redressa. « Qui organise les enchères ?» L'homme lui fit un signe de menton vers une table pliante près de l'allée centrale où 2 hommes étaient assis avec des carnets et une caisse enregistreuse. « Selon ce que vous avez en tête. »« J'ai de l'argent, » dit Evan. L'homme le regarda de nouveau, intéressé maintenant. « Pour elle ? Pour les 4 ?» Le sourire s'effaça. « Les chatons se séparent c'est mieux. »« Non, ce n'est pas à toi de décider. C'est à moi si je paie. » L'homme l'observa longuement. « Tu comptes la faire reproduire ?» Evan lui lança un regard du genre qu'il avait déjà vu utilisé par des cow-boys sur des imbéciles, plat, irrité. « Tu as mon argent ou pas ?» Cela sembla lui suffire. Ou peut-être que la vue de liquide dans un endroit comme celui-là était plus forte que la suspicion. Quoi qu'il en soit, il fit signe à Evan de s'approcher de la table. L'enchère n'était pas formelle. Les noms n'étaient pas utilisés. Les chiffres n'étaient pas annoncés. C'était plus comme une négociation devant un public. Une paire de ratons laveurs passa en premier, puis le renard, puis une caisse de serpents qu'Evan n'observa pas de trop près.
Il attendit tout cela en gardant un œil sur le lynx roux avec un poids lourd dans l'estomac. 2 fois, la mère se déplaça et faillit s'effondrer. Une fois, un des chatons poussa un cri faible qui la fit sursauter, probablement plus de douleur que de sommeil. Lorsque son tour arriva, la mâchoire d'Evan lui faisait mal à force de serrer. L'homme à la table fit signe vers la cage. Femelle, lynx roux avec 3 chatons vivants. Toute la portée commence à 2000. Un murmure parcourut la salle. Quelqu'un derrière Evan dit « Pour cette chose cassée !» Une autre voix ria. Evan n'attendit pas. 2000. Une main se leva près du fond. 22. Evan éleva la voix. 25. La salle se tut un peu. Quelques têtes se tournèrent. L'homme à la table sembla satisfait. 25. J'entends 27. Silence. Puis un acheteur corpulent portant une casquette verte leva 2 doigts. 27. Evan le regarda. L'homme souriait comme s'il avait trouvé un jeu. Evan savait combien d'argent il avait. Il savait aussi ce que le lynx roux n'avait pas. Le temps, 3000. L'homme corpulent hésita. Le commissaire aux enchères ouvrit les mains. 3000. De une fois, l'homme à la casquette regarda Evan à nouveau, puis secoua la tête. 2 fois. Personne ne parla. Vendu. Evan traversa la salle avant que quelqu'un ne change d'avis. Il déposa tout l'argent liquide, sauf ce qu'il lui fallait pour l'essence et peut-être un café. Ses mains étaient engourdies en comptant 3000 $. C'était presque tout. L'homme avec le carnet lécha son pouce et feuilleta les billets. « Tu transportes toi-même » ? « Oui. »« Alors, dépêche-toi de les sortir. Je ne veux pas qu'ils gênent les autres. » Evan prit le bout de reçu qu'on lui tendit, même si cela ne signifiait rien, et alla directement à la cage. La mère lynx roux haletait maintenant, bouche ouverte. L'un des chatons s'était traîné sur sa patte pour rejoindre ses frères et sœurs et gisait là, inerte, entre sommeil ou faiblesse. Evan fit signe à Maggie, arrivée 10 minutes plus tôt en renfort et attendant près de la porte avec une cage et des gants épais. Dès qu'elle vit les chatons, son visage changea. « Mon Dieu, murmura-t-elle. « On ne les manipule pas ici, dit Evan. On met toute la famille dans une cage si on peut. » Il fallut les 2 pour faire glisser toute la cage intérieure sur un chariot et la sortir sans faire trop bouger la mère. Elle essaya de se relever une fois, puis se rabattit presque. Les chatons pleuraient dans un brouhaha mince, et elle se traîna quand même jusqu'à se tenir debout au-dessus d'eux, une patte tremblante en avant. Maggie déglutit durement. Elle ne fonctionne qu'à la volonté. Evan hocha la tête. « Amène-la chez le vétérinaire Abrams. » Et la clinique de Muskogee était à 48 minutes, s'il n'y avait pas de trafic, et que tous les feux favorisaient leur passage. À cette heure-là, les routes étaient presque désertes. Maggie s'assit à l'arrière à côté de la cage, parlant doucement toutes les quelques minutes, juste pour suivre la respiration de la mère. Evan conduisit plus vite qu'il ne l'aurait voulu, ses yeux passant de la route au miroir et encore à la route. À mi-chemin, Maggie dit « La plus petite est froide. Tu peux la réchauffer ? J'ai une serviette autour d'elle, entre les barreaux. J'essaie de ne pas la stresser davantage. » La mère grogna faiblement une fois. « Elle a encore du combat, dit Maggie. C'est quelque chose ? Non, répondit doucement Maggie. C'est tout. Le vétérinaire Nathan Abrams les attendait à leur arrivée. Il était vétérinaire spécialisé en faune sauvage, dans la cinquantaine, aux épaules larges, aux cheveux argentés, avec les mains calmes d'un homme qui en avait vu assez pour cesser de perdre du temps en panique. 2 vétérinaires les accueillirent à l'entrée latérale avec un brancard et déplacèrent de la cage dans la zone de triage. L'examen commença avec une sédation car il n'y avait pas d'autre moyen sûr. Même dans son état, la lynx roux tenta de protéger les chatons jusqu'à ce que le médicament la submerge enfin. Ce n'est qu'alors qu'ils purent voir clairement son état. La pièce devint silencieuse. Il y avait une vieille blessure pelvienne, jamais traitée, probablement causée par un piège ou un traumatisme contondant. Une de ses pattes arrière s'était mal cicatrisée après une fracture et lui causait probablement de la douleur depuis des semaines ou des mois. Sa blessure à l'épaule était infectée. Plusieurs dents étaient cassées. Elle était déshydratée, sous-alimentée et fiévreuse. Pire encore, le docteur Abrams remarqua des signes qu'elle avait continué à allaiter et à prendre soin des chatons tout en portant tout cela. Maggie porta une main à sa bouche. Evans fixa les radiographies accrochées au tableau lumineux. Les os racontaient clairement l'histoire.
Ce n'était pas une blessure récente, c'était un enregistrement de souffrance superposé à une autre souffrance. Comment peut-elle même tenir debout demanda-t-il. Le docteur Abrams avait l'air fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure, parce qu'elle avait des bébés. Cette réponse resta suspendue dans la pièce comme une pierre. Les chatons furent examinés ensuite. Par quelque miséricorde, aucun d'eux n'avait de blessure grave. Ils étaient sous-alimentés et légèrement déshydratés, mais autrement plus robustes qu'ils n'en avaient l'air. Le docteur Abrams pensa que la mère avait tout donné pour produire du lait et maintenir la chaleur, en maintenant leur vie par routine. Elle doit subir une opération ce soir, dit-il enfin. Si nous attendons, l'infection et le stress pourraient achever ce que la blessure avait commencé. Et si vous la faites demanda Evan. Le docteur Abrams n'adoucit pas sa réponse. Je peux nettoyer la blessure à l'épaule, stabiliser la pâte autant que possible, traiter les dégâts internes les plus graves, faire entrer des fluides et des antibiotiques, mais elle est faible. Oh, très faible. Elle pourrait ne pas survivre à la convalescence. Evan regarda à travers la vitre la lynx roux sédatée. Son corps paraissait plus petit maintenant que la lutte avait cessé, comme si la bataille elle-même avait maintenu sa forme. Les chatons se blottissaient dans un bac de réchauffement à proximité, inconscients de la fragilité de la ligne. « Faites-le, dit-il. » La chirurgie dura près de 3 heures. Maggie s'endormit pendant 21 minutes dans une chaise et se réveilla en sursaut. Evan ne dormit pas du tout. Il resta assis dans la salle d'attente, les coudes sur les genoux, fixant le sol marqué, pendant que l'horloge murale ancienne avançait vers l'aube. Dans sa tête, il voyait encore la mère tourner dans cette cage, cachant ses bébés du couloir. Pas en attaquant, pas en bondissant, juste en les protégeant. Et faisant la seule chose qui lui restait. À 5h15, le docteur Abrams sortit encore en blouse chirurgicale et dit « Elle est vivante !» Evan se leva si vite que les pieds de la chaise raclèrent le sol. Elle a survécu à l'opération. La vétérinaire dit que c'est la bonne nouvelle. Les 48 heures suivantes seront tout aussi importantes. La gestion de la douleur, la réponse à l'infection, si elle mange, si son corps décide qu'il lui reste assez de force pour guérir. Peut-elle voir les chatons? Pas encore, mais bientôt si elle reste stable. La première journée a été incertaine. La deuxième, pire. Sa température montait. Elle ne voulait pas manger. Chaque bruit faisait monter son rythme cardiaque. Elle se réveilla confuse et effrayée, puis dépensa toute son énergie à essayer de se relever contre les parois de la caisse. Le 3e jour, le docteur Abrams dit des mots qu'Evan redoutait. « Elle pourrait nous dire qu'elle en a fini. » Maggie se mit à pleurer doucement. Mais cet après-midi-là, lorsqu'ils mirent un chaton suffisamment proche pour le sentir sans risquer le contact, la mère ouvrit les yeux et leva la tête. Ce fut lent, tremblant, petit. Pourtant, c'était le premier mouvement volontaire que quiconque avait vu d'elle depuis l'opération. Lors de la prochaine tétée, ils essayèrent encore avec un autre chaton. La mère émit un son bas. Pas de détresse cette fois, reconnaissance. Le 4e jour, elle mangea. D'abord un peu, puis un peu plus. Le 5e jour, elle but seule. À la fin de la semaine, ce n'était pas un miracle. Elle était toujours douloureuse, toujours fatiguée, toujours si mince que chaque côte pouvait être comptée. Mais ses yeux avaient changé. L'air de fièvre vacante avait laissé place à quelque chose de plus posé. Elle observait la pièce. Elle suivait les mouvements. Lorsque les chatons furent remis dans l'espace de récupération voisin et autorisés à un contact supervisé, elle les attira contre elle avec une patte prudente et posa sa tête dessus. Personne dans la pièce ne dit grand-chose. Ils se contentèrent de rester là, laissant la vue faire son œuvre. Maggie fut la première à parler. « Elle a besoin d'un nom ?» Le docteur Abrams jeta un coup d'œil à Evan. « Tu l'as acheté ?» Evan secoua la tête. « Non, je viens juste de la sortir. » Maggie regarda à travers la vitre un instant. Lucille, le nom convenait immédiatement. Solide, à l'ancienne, forte. Lucille guérit comme certains survivants le font. Pas en ligne droite, pas proprement, pas sans revers, mais avec une obstination constante. Elle refusa de se briser une seconde fois. Sa blessure à l'épaule finit par se refermer. La fièvre passa. L'enflure de sa patte arrière diminua suffisamment pour qu'elle puisse supporter du poids, même si elle marcherait toujours avec un léger boitement. Elle ne devint jamais docile, pas vraiment, et personne ne s'y attendait. Mais elle cessa de se cogner contre le mur du fond lorsqu'Evan entra. Elle arrêta de considérer chaque main humaine comme un ennemi.
Quand Maggie apporta de la nourriture, Lucille ne rabattit plus automatiquement ses oreilles. Elle regardait, jugeait, attendait, puis mangeait. Les chatons évoluèrent encore plus vite. Une fois que nourriture adéquate, chaleur et sécurité entrèrent dans leur vie, ils semblèrent s'épanouir. Leurs yeux s'illuminèrent. Chez leur ventre rond apparut. Ils commencèrent à se rouler les uns sur les autres dans le bac de récupération, se battant, sautant, grimpant sur le dos de leur mère, jusqu'à ce que Lucille leur lance un regard fatigué mais tolérant. Une femelle audacieuse atteignait toujours la première la gamelle. Un autre chaton aimait traîner des couvertures en tas ridicules. Le plus petit mâle resta sérieux plus longtemps que les autres, comme s'il était déjà venu au monde avec trop de poids, mais même lui commença à jouer. Evan venait presque tous les jours après le travail. Parfois, il aidait à nettoyer les enclos, parfois, il se contentait de s'asseoir sur un tabouret dehors, près du couloir de Lucille, et de parler à voix basse pendant qu'elle le regardait. Il parlait de choses simples, du temps, de sa camionnette, près du café à la station-service qui avait le goût de terre brûlée. Il ne savait pas si cela la rassurait, mais cela l'apaisait. Une fois, environ 6 semaines après sa réhabilitation, il arriva pour trouver Lucille debout devant l'enclos, en train d'attendre la nourriture du soir. Ni accroupie, ni préparée à fuir, elle était debout. Son pelage avait recommencé à briller. Ses muscles revenaient peu à peu sur son corps. Lorsque Maggie ouvrit la trappe et s'assit dans le bac à nourriture, Lucille ne recula pas avant que Maggie ne fasse un pas en arrière. C'était une petite chose, mais elle semblait énorme. « Elle connaît maintenant cette routine, » dit Maggie. « Elle sait qu'elle est en sécurité, » répondit Evan. Maggie sourit. Cela aussi, la justice mettait plus de temps que la guérison. Et la propriété où s'était tenue la vente aux enchères fut perquisitionnée 10 jours après le sauvetage de Lucille. Plusieurs animaux furent saisis, mais pas tous. Certains avaient déjà été déplacés. Des accusations furent portées contre 2 hommes et une enquête s'étendit au-delà des limites du comté. Cela ne mettrait pas fin au trafic. Evan le savait. Des endroits comme celui-là avaient des racines, mais les racines pouvaient être coupées un peu à la fois. Parfois, le travail n'était que cela. Une coupe, puis une autre, et encore une autre jusqu'à ce que le sol cède enfin. Lucille et les chatons devinrent une partie du dossier judiciaire. Leurs dossiers médicaux documentaient une négligence prolongée, une possession illégale et des preuves de maltraitance. Le témoignage du docteur Abrams comptait. Tout comme les photographies de cette première nuit, bien qu'Evan détestât les regarder. Les mois passèrent. À la fin de l'été, Lucille avait été déplacée dans un grand enclos de réhabilitation hors exposition, dans un sanctuaire partenaire dans l'ouest de l'Arkansas, où le contact humain pouvait être minimisé tout en offrant à elle et aux chatons de l'espace, un abri, des structures d'escalade et un terrain naturel. En raison de ses blessures et de sa longue captivité, sa réintroduction dans la nature était jugée dangereuse. Elle ne pourrait plus jamais se déplacer comme un lynx entièrement sain, et elle avait passé trop de temps sous stress chronique autour des humains et en captivité. Mais le sanctuaire n'était pas une condamnation. Dans le bon endroit, cela pouvait être une dignité. Cependant, ces chatons avaient une chance. L'équipe de réhabilitation était prudente. Manipulation minimale, alimentation à distance à mesure qu'ils grandissaient, entraînement à la chasse naturelle, enrichissement olfactif, séparation autant que possible de la routine humaine. Lucille resta avec eux pendant les premiers mois critiques, et cela comptait plus que tout ce que l'on pouvait quantifier. Elle leur enseigna des choses qu'aucun humain ne pouvait. Des limites, des signaux, comment disparaître dans la végétation, comment lire le silence. Evan ne venait que lorsque c'était nécessaire. Le but n'était pas l'affection, le but était un avenir. Un matin d'octobre, presque un an après la vente aux enchères, il se tenait avec Maggie et le docteur Abrams au bord d'un terrain boisé clôturé dans une zone protégée dans les Ozarks. 2 des chatons de Lucille, et désormais grands adolescents au pelage tacheté épais et aux yeux vifs et alertes, étaient reprêts. Le plus petit mâle avait enfin pris confiance en lui. La femelle audacieuse n'avait jamais perdu son courage. Tous 2 avaient de passer chaque test que l'équipe de réhabilitation pouvait leur faire passer. Les caisses furent ouvertes une à une. La femelle passa la première. Elle sortit basse et silencieuse, s'arrêta une fois pour sentir l'air, puis se glissa dans la végétation comme si on l'y avait versé. Le mâle suivit plus lentement. Il resta un instant dans l'embrasure, regardant les arbres, les feuilles, la lumière cassée.
Puis il franchit le seuil et disparut après sa sœur. Personne ne fit de bruit. Ce n'était pas ainsi que fonctionnait une véritable libération. C'était silencieux, sérieux, mérité. Mais Maggie se moucha malgré tout. De retour au sanctuaire, Lucille resta. Son troisième chaton, une petite femelle dont la démarche laissait penser à une faiblesse développementale persistante due à une malnutrition précoce, resta avec elle et ne serait pas relâchée. Mais elle était en bonne santé, active et profondément liée à sa mère. Ensemble, elles trouvèrent une certaine stabilité. Lucille devint connue parmi le personnel comme la survivante. Pas parce qu'elle était devenue douce, elle ne le fit pas. Elle restait très attentive et réservée, très claire sur la limite de la proximité qu'on lui permettait, mais elle ne vivait plus chaque heure dans la panique. Elle aimait la plateforme élevée sous l'ombre du chêne. Elle aimait suivre les traces d'odeur de lapin laissées par les soigneurs lors de matins frais. Elle aimait regarder les tempêtes depuis la corniche rocheuse couverte, dans le coin arrière de son enclos. Les après-midi d'hiver, elle s'étirait dans un carré de soleil avec sa fille, toutes deux en paix d'une manière qui semblait autrefois impossible. Les visiteurs ne voyaient jamais toute l'histoire. Lucille n'était pas exposée au public. Cela convenait à tout le monde. Certains survivants n'avaient pas à faire une performance devant le monde, mais dans le cercle du sauvetage, son nom circulait. Quand de nouveaux volontaires arrivaient, submergés par la cruauté qu'ils venaient de voir, Maggie leur racontait parfois l'histoire du lynx qui était arrivé à moitié brisé et qui protégeait encore ses chatons de son corps. Lorsqu'une affaire semblait désespérée, le docteur Abrams rappelait discrètement aux gens que désespérer n'était pas un diagnostic. Et chaque fois qu'Evan entendait parler d'une nouvelle piste dans le trafic, d'un mauvais arrangement en bord de route, d'une vente clandestine dans l'obscurité, il pensait à Lucille et continuait parce que c'était la vérité sous tout le reste. Son histoire était belle à la fin, mais elle n'était pas devenue belle par hasard. Les gens avaient choisi, un par un, de s'engager dans quelque chose de laid et de continuer à avancer jusqu'à ce que cette laideur perde son emprise. Un appel qui risquait de faire une dénonciation. Un volontaire qui y croyait, un homme qui conduisait la nuit avec de l'argent emprunté, un vétérinaire qui restait jusqu'à l'aube, un sanctuaire prêt à accueillir un animal qui ne serait jamais facile, juste digne. Là, la filière existait toujours. Evan le savait chaque jour. Il y avait encore des cages, encore des routes secondaires, encore des hommes qui comptaient dans le profit pendant que les animaux mouraient de faim dans des boîtes en fil de fer. Mais il y avait aussi des gens de l'autre côté maintenant, regardant, documentant, refusant de détourner le regard. Un soir du printemps suivant, Evan visita le sanctuaire après une longue semaine de transport. Le soleil était bas, peignant les clôtures d'or. Lucille était sur sa plateforme. Sa fille était en dessous, en train de fouetter un jouet suspendu fait de bandes de daim et de branches de cèdre. Evan se tenait dehors, les mains dans les poches de sa veste. Lucille le regarda, ni avec crainte, ni avec amitié non plus. Les lynx n'offraient pas leur gratitude en souriant comme on aime souvent l'imaginer. La sienne était un regard qui jaugeait et se souvenait. Il l'avait déjà vu chez des animaux qui avaient survécu au pire que les humains pouvaient leur faire. Cela disait « Je sais ce que tu es. Je sais ce qui s'est passé. Je sais que tu étais là. » Après quelques secondes, elle s'abandonna sur la plateforme et se détendit. Sa fille bondit à ses côtés, et Lucille lui donna une brève et ferme léchouille de toilettage sur une oreille avant de poser son menton sur ses pattes. C'était tout. Pourtant, pour Evan, cela semblait plus grand que n'importe quel geste que les gens pourraient appeler affection. C'était une confiance suffisante pour se reposer. Il resta là encore un moment, et m'écoutant le bruissement du vent dans l'herbe sèche et le bruit lointain d'un tracteur quelque part au-delà de la crête. L'air sentait bon, propre, cèdre, poussière, vieilles feuilles. Rien à voir avec cette grange, rien à voir avec cette nuit. Maggie arriva derrière lui, portant un seau de nourriture. Elle a l'air bien. Elle l'est. Elle a pris du courage, dit Maggie. Evan esquissa un léger sourire. Elle l'a toujours été. Maggie regarda à travers la clôture. Tu sais, les gens aiment la version heureuse de cette histoire. Ils le feraient. La partie où les bébés s'en sortent, la mère guérit, les méchants sont attrapés, bien rangés. Il hocha la tête. Mais la vraie histoire, dit-elle, celle qui compte le plus, c'est qu'elle a continué avant que tout cela n'arrive. Elle a continué quand il n'y avait aucune raison de croire que de l'aide viendrait. Evan regarda Lucille enrouler sa queue autour de sa fille.
Ouais, dit-il doucement. C'est ça qu'il faudrait que les gens se souviennent. Le ciel vira à un bleu plus profond. La première fraîcheur du soir s'installa. Lucille leva de nouveau la tête, ses oreilles se tournant vers les bois, vers les sons ordinaires d'un lieu qui était devenu le sien. Sol sûr, eau claire, une fille à ses côtés. Pas de prédateurs et pas de cage empilée en rangée, personne qui tend la main à travers le fil de fer pour juger sa valeur. Juste la vie enfin sur des termes qui ne faisaient Holtz pas mal. Pendant longtemps, Evan avait cru que le secours était surtout une question d'urgence. Arriver vite, soulever la caisse, arrêter le saignement, trouver l'argent, passer l'appel. Et parfois, c'était le cas. Mais Lucille lui avait appris qu'il y avait une autre partie aussi. Le sauvetage, c'était aussi ce qui venait après. La reconstruction lente, la patience, le choix de continuer à se présenter alors que la peur se transformait en prudence et la prudence en paix. Ce travail était plus discret, moins spectaculaire, plus difficile à expliquer à ceux qui voulaient des miracles en un instant. Mais c'était la partie la plus vraie. Lucille était sortie d'un des endroits les plus sombres qu'il ait jamais fréquentés. Elle était arrivée battue, infectée, affamée, presque à bout de temps. Même alors, elle avait fait une chose avec une clarté parfaite. Elle avait protégé ses bébés. Rien dans sa vie n'avait brisé cet instinct. Ni la douleur, ni la captivité, ni la négligence. Et parce qu'elle s'était accrochée, d'autres avaient eu le temps de la rejoindre. Son histoire n'effaçait pas ce qui lui avait été fait. Elle ne rendait pas l'enchère moins réelle, ni la traite moins cruelle, ni les années de dégâts moins visibles dans une leçon bien rangée. Mais elle résistait à tout cela. Une réponse simple à ce genre d'obscurité qui comptait sur sa force plus que sur la compassion. Elle n'était pas plus forte. Pas cette nuit en Oklahoma, et pas dans la clinique du docteur Abrams, pas dans les mois de guérison qui ont suivi, pas dans le sanctuaire de l'Arkansas où Lucille reposait désormais au-dessus du sol, sa fille en sécurité à ses côtés. Et nulle part ailleurs où des gens étaient encore prêts à lutter pour le prochain animal qui attendait dans l'ombre. C'était pour cela qu'Evan continuait. C'était pour cela que Maggie répondait encore aux appels nocturnes. Pourquoi le docteur Abrams maintenait les lumières de sa clinique allumées? Pourquoi des bénévoles nettoyaient les enclos, mélangèrent du lait et traversèrent des frontières d'État, les yeux fatigués mais les mains fermes? Pourquoi les sanctuaires continuaient à construire des espaces pour ceux qui ne pouvaient pas retourner? Pourquoi les témoins parlaient encore, même effrayés? Pourquoi l'espoir, et têtu comme une mère lynx n'ayant plus que du courage, continuait à survivre là où il n'aurait pas dû? Lucille se tourna dans la lumière déclinante et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait rien qu'elle ait eu besoin de défendre. Et cela, plus que tout, représentait le sauvetage.